Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 22 septembre. Bienvenue dans ce nouveau journal d'information sur TV Vendée. Et on débute cette édition en se rendant au village du Vendée Globe, non pas pour parler voile et course au large, mais ouverture d'huîtres et préparation de plateaux de fruits de mer. Ce lundi avait lieu la deuxième édition du championnat du monde des écaillés, mais aussi le concours du meilleur espoir français, organisé par France Écaille et le syndicat national des écaillés. La compétition s'est déroulée avec différentes épreuves techniques et artistiques. Reportage Grégoire de Châtillon. Pendant que certains découvrent ces voiliers taillés pour parcourir les océans et les mers du globe, d'autres, à côté, sous ce toit, travaillent les produits de la mer. Une ambiance coquillage et crustacés très sérieuse pour un championnat du monde des écaillés ainsi qu'un concours du meilleur espoir français. Donc il vous reste 13 minutes. Alors c'est important un concours comme celui-ci parce qu'il valorise toute une filière. Bien sûr la filière de la conchiculture, mais le métier d'écaillé également. Et comme vous pouvez le constater, il y a de nombreux jeunes. Bon, le métier d'écaillé est un vieux métier, un ancien métier, mais c'est un métier qui se développe à la fois dans les préparations, dans la façon de préparer pour déguster plus facilement les langoustes, les homards, les crustacés, etc. etc. 30-35 secondes. Plusieurs épreuves au programme, comme ici celle du meilleur plateau de fruits de mer, ou bien là, cette épreuve de rapidité d'ouverture d'huîtres. Ça permet tout simplement de prendre en niveau, en apprenant de ses erreurs et surtout pour me rapprocher de mon but final qui est de devenir meilleur ouvrier de France dans 3 ans. Félicitations, le candidat numéro 2. C'est la deuxième édition de ce double événement, organisé cette année sur le village du Vendée Globe, un championnat du monde et un concours du meilleur espoir français orchestré par le syndicat national des écaillés, dont la présidente est vendéenne. C'est sur la grille de notation, il faut que ça soit prêt à emballer. Je suis restauratrice à Notre-Dame-de-Mont, donc ça me tenait à cœur de pouvoir le faire ici et puis de leur faire découvrir aussi à tous ces messieurs et dames qui travaillent avec des produits de la mer ce que c'est le Vendée Globe et puis de connaître la Vendée. Écaillé, un métier qui se développe, une profession qui tire vers le haut toute la filière de la conchiliculture. À Fontenay-le-Comte, France Service change d'adresse. Installé initialement dans l'espace Jean Jaurès, rue de Guingalet, il a été déplacé avenue Georges Pompidou, au cœur du quartier prioritaire Les Moulins-Lio. Comme 2 autres antennes France Service en Vendée, celle de Fontenay-le-Comte est portée par la MSA, la Mutualité Sociale Agricole. Labellisée en octobre 2021, elle est le fruit d'un partenariat entre les élus de l'intercommunalité, la ville, la MSA, la préfecture et les différents partenaires. Le quartier est en pleine restructuration, donc il y a un besoin qui s'était fait ressentir. Et en fait, ici, c'est au cœur de la population, qu'il peut y avoir des besoins en termes d'accompagnement pour des gens qui sont pas capables de faire seuls ou qui n'ont pas l'équipement informatique chez eux. Il y a une autre France Service sur Fontenay-le-Comte qui est portée par la communauté de communes, celle-ci, et qui est itinérante. Donc elle est chaque jour de la semaine dans une commune différente. Donc c'est pour être au plus près des besoins sur le territoire pour qu'il y ait un maillage vraiment sans faille. Au Sable d'Olonne, c'est la MFR, la maison familiale rurale, qui profite désormais de locaux flambant neufs après 8 mois de travaux. Un nouveau site en modulaire, en lieu et place des anciens bâtiments devenus trop vétustes. Les étudiants ont pu effectuer leur rentrée dans ces nouveaux locaux. Pour le moment, l'établissement propose les mêmes formations, mais l'ajout d'un CAP vente dans les années à venir est à l'étude. On a décidé de construire en type modulaire, parce que c'était un procédé qui nous plaisait bien. Non pas économiquement, mais en gain de temps de construction et puis au niveau aussi confort de l'usager, sécurité. Donc ça nous permettait de construire un bel établissement, la preuve. Mais la capacité d'accueil de notre site actuel et la capacité d'accueil de l'ancien site, avec plus d'espace puisque répondre aux nouvelles normes et puis le bien-être, le confort
usagers. Les MFR contribuent à l'écosystème de formation des jeunes Vendéens dans des disciplines très, très variées. Et on a besoin évidemment d'avoir pour nos entreprises des jeunes qui puissent être formés en fonction des besoins de ces entreprises. Donc sur tous les métiers qu'on peut imaginer. Et puis évidemment, il y a le modèle de la MFR qu'on connaît bien en Vendée et qu'on soutient parce que bien sûr, c'est un modèle d'inclusion, un modèle de formation, d'accompagnement des jeunes et puis de les pousser vers des métiers d'excellence puisque après la MFR, certains vont directement aller en entreprise et puis d'autres vont continuer leurs études. Je pense que la dimension d'accompagnement est très très forte et c'est une des vraies valeurs des MFR. Le week-end dernier, l'Historial de la Vendée au Luc-sur-Boulogne a accueilli de nombreux auteurs de bandes dessinées et tous avaient un point commun, la passion pour l'histoire avec un grand H. À l'occasion de la 4e édition du festival Histoire de BD, la bande dessinée historique était à l'honneur avec des animations, des ateliers, des rencontres, des spectacles et bien sûr des dédicaces. Florian Wozniak. Seconde Guerre mondiale, période révolutionnaire ou encore Moyen-Âge, tout est permis au Festival historique de la BD au Luc-sur-Boulogne. Pour sa 2e édition, l'événement continue d'attiser la curiosité du public et de rassembler les passionnés. J'avais entendu parler de cet événement-là les années précédentes. Je crois que c'est la 4e édition. Donc il fait beau, l'envie de sortir, puis d'aller voir un petit peu justement ce qu'il y a comme BD, comme auteur présent. Peut-être faire un petit tour du musée aussi. Voilà. C'est que moi j'aime bien avoir des dédicaces. Parce que ça fait beau déjà sur la couverture et comme ça on peut voir un peu comment il a dessiné quand il a fait les dédicaces. Et parmi la dizaine d'auteurs présents pendant le festival, chacun a sa propre histoire avec la bande dessinée historique. La BD historique, elle est venue un peu naturellement parce que je suis originaire de La Réunion et j'avais envie de raconter l'histoire de mon pays, de La Réunion. Du coup, voilà, j'ai commencé par m'intéresser à l'histoire de mon pays, enfin, je peux parler de pays, de mon département plutôt. Et ensuite, l'histoire, je trouve que c'est un support qui est très intéressant pour faire passer des émotions. Et malgré le caractère factuel de l'histoire, avec un grand H, les auteurs gardent tout de même leur liberté d'artiste quand il s'agit d'écrire une BD. Quand on parle de BD historique, il y a 2 grands pôles. Soit un pôle vraiment documentaire, où on a quelque chose d'assez... qui se rapproche finalement dans les livres d'histoire, avec des sources, de la documentation, des spécialistes qui vont en parler. Et puis un autre axe tout aussi pertinent et tout aussi sérieux d'un point de vue scientifique, qui choisit plutôt de l'axe de la fiction. Ce qui est bel et bien réel, c'est que la BD n'est pas abandonnée par son public. L'année dernière, plus de 75 millions d'exemplaires ont été vendus en France. La session du mois d'octobre du Conseil départemental de la Vendée s'est achevée vendredi dernier. Au programme, présentation des rapports, vote des délibérations et débat d'orientation budgétaire. Cette session a été l'occasion d'exprimer les inquiétudes concernant le budget 2025 et les économies demandées par l'État. Même si la Vendée s'en sort mieux que d'autres départements français, la situation économique demeure tendue et préoccupante. Le département de la Vendée n'est pas celui qui est le plus en difficulté. Néanmoins, c'est ce que j'ai demandé ici dans le débat d'orientation budgétaire, c'est-à-dire la préparation du budget 2025. Eh bien, nous allons aller chercher partout où nous pourrions encore trouver quelques économies. Mais il n'est pas question que nous économisions sur le dos des communes en particulier et que nous ne soyons pas au service de l'ensemble des Vendéens. Les difficultés, c'est qu'on est en train de travailler dans un contexte qui est totalement flou par rapport à ce qui va nous être demandé en termes d'efforts par l'État, puisque là, on nous annonce 14 millions de contributions au titre du redressement de la situation budgétaire du pays. On nous annonce un gel de notre recette de TVA qui contribue pratiquement aujourd'hui quasi exclusivement en partie à nos recettes. Et puis, les droits de mutation qui sont tributaires du dynamisme du marché de l'immobilier. On sait qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, on part sur le principe d'une stabilité globalement de nos recettes et puis sur une maîtrise de nos dépenses de fonctionnement avec une augmentation de tout ce qui a trait à la solidarité.
Le week-end prochain, la société mycologique de La Roche-sur-Yon organisera son traditionnel Salon du champignon. Il aura lieu samedi et dimanche de 10h à 18h à la salle du Bourg-sous-la-Roche. L'objectif est de présenter un maximum d'espèces cueillies sur l'ensemble du département. Et avec les pluies de ces dernières semaines, les organisateurs espèrent pouvoir présenter près de 300 espèces, comestibles ou non. Le public peut venir avec ses champignons dès le vendredi matin. Tout le monde peut apporter ses champignons que l'on identifiera, c'est ce qu'on appelle la détermination, pour ensuite être mis sur les tables avec une étiquette qui indiquera l'espèce et puis la toxicité. Mais sur le week-end, le samedi et le dimanche, chacun pourra continuer à apporter des champignons pour les faire identifier et éventuellement compléter ceux qui sont déjà positionnés sur les tables en fonction d'espèces, par exemple, qu'on n'aurait pas trouvé le vendredi. Allez, on termine cette édition avec le jeu de la matinale. Alors, si vous souhaitez jouer et peut-être gagner un lot de goodies TV Vendée composé d'une casquette, de crayons, d'un carnet d'activités, d'un jeton de caddie ou encore d'un bloc post-it, il va falloir répondre correctement à cette question. Quel est le nom officiel de ce drakkar construit depuis 2 ans par des passionnés vendéens? Vous voyez à l'image un extrait du reportage réalisé par Grégoire de Châtillon il y a quelques jours sur la fin de chantier de ce bateau qui est désormais installé près des IMOCA du Vendée Globe au Sables d'Olonne. Alors chaque matin cette semaine vous aurez droit à un indice. Voici le premier. Regardez du côté des têtes couronnées. Si vous pensez avoir la bonne réponse, eh bien rendez-vous sur tvvendée.fr. Vous avez jusqu'à vendredi midi pour participer. C'est la fin de cette édition. On se retrouve à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne. Très bonne journée sur TV Vendée.